Bienvenue à tous sur Médien TV, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de démystifier la ménopause, de bien la préparer en mieux comprenant et en mieux abordant aussi la préménopause. Et on fait tout ça avec vous, docteur Hicham Ben Abbas Taji. Vous êtes gynécologue. Comment ça va, docteur? Merci pour votre invitation. Et toujours un plaisir de vous expliquer ce que vous voulez sur vos questions. Avec plaisir, docteur. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, pour bien vivre la ménopause, est-ce qu'il faut bien anticiper déjà à travers la préménopause, docteur? Tout à fait, justement. Alors, c'est quoi d'abord la ménopause? On ne définit une ménopause que rétrospectivement. C'est-à-dire que c'est qu'après 1 an sans règles qu'on peut parler de ménopause. Avant, donc, on est toujours en périménopause. Donc, la date de la ménopause, elle est environ dans les 50-55 ans, mais elle est très variable. Ça peut aller de 40 à 60. Et la préménopause ou périménopause, c'est tout ce qui est autour de la ménopause. Et donc, bien sûr, avant. Et donc, souvent, les gens disent qu'elles sont ménopausées alors qu'elles ont encore à peine 3 mois ou 4 mois. Et il peut y avoir des retours de cycle encore. Et donc, cette périménopause a une durée très variable d'environ 5 ans où il y a des troubles qui vont accompagner la ménopause, qui vont accompagner cette périménopause. Ces troubles sont variables et ce n'est donc qu'après la fin, l'épuisement du capital folliculaire et des cycles ovariens, et 1 an après qu'on parlera de ménopause. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes aux femmes? Est-ce que c'est le trouble hormonal qui impacte l'humeur? Parce que finalement, cette ménopause, pourquoi elle est, on va dire, tellement bruyante? C'est pour les dégâts qu'elle laisse chez la femme, les dégâts émotionnels surtout, bien plus que le côté physique. Vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de dégâts psychiques, mais aussi organiques. Il y a différents types de ménopause et les femmes les vivent de manière différente. Il y a des ménopauses qui sont très difficiles à vivre parce qu'elles ont beaucoup de bouffées de chaleur, parce qu'il va y avoir de la dépression, parce qu'il va y avoir des symptômes de sécheresse, de fuite urinaire. Et il y a d'autres femmes qui vont très bien vivre leur ménopause. Elles vont dire, c'est passé comme une lettre à la poste. L'autre problème, c'est qu'en fait, avant, les gens, l'espérance de vie a augmenté au Maroc. Elle est d'environ maintenant 80 ans pour la femme. Alors qu'il y a 30 ans, 40 ans, on ne vivait que 50, 60 ans. Et donc, je dirais, on ne vivait que 5, 6 ans, 10 ans en ménopause. Alhamdoulilah, maintenant, on vit presque le tiers de sa vie en ménopause. Et donc, il est hors de question de mal la vie. Alors, grossièrement, je dirais qu'à partir de 50 ans, périménopause, à partir de 45 ans, on vit les signes de le syndrome climatérique, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la fatigue. Vers 50, 60 ans, on va vivre les problèmes urinaires avec la descente d'organes, éventuellement les fuites urinaires, c'est ça qui va déranger. Vers 70 ans, on va vivre l'ostéoporose, aussi les problèmes cardiovasculaires parce que les œstrogènes avant protégeaient le cœur également à la différence de l'homme. Et une fois qu'on est donc ménopausé, il n'y a plus cette protection cardiovasculaire et le risque cardiovasculaire est le même chez la femme que chez l'homme. Et vers 80 ans, il y a aussi la conséquence de cette carence en œstrogène qui va avoir un effet sur les neurones et on incrimine aussi cette carence en œstrogène dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure et je n'avais pas répondu, on prépare la ménopause et donc cette vieillesse par déjà, dès la périménopause, par une hygiène de vie dont on reparlera. Je suis sûr que ça sera une de vos questions. Alors justement, préparer sa périménopause, encore faut-il la détecter. Comment on détecte la préménopause, docteur Taarji? Alors, la préménopause, c'est justement le début de la fin. La fin, j'ai dit, c'est la ménopause, c'est 1 an sans règles. C'est une définition assez facile. La préménopause, c'est justement toute la période avant. Et on va commencer, on détecte la préménopause par les anomalies de cycle. Au début, comme il y a un épuisement progressif du capital folliculaire, des follicules ovariens qui font le cycle menstruel, comme il commence à s'épuiser, le corps le ressent rapidement et il va accélérer la production d'hormones.
Et donc, on va avoir des cycles de plus en plus courts. C'est justement ce qu'on appelle la ménorrhée, c'est-à-dire des cycles. Donc, avant, ils duraient 28-30 jours. Ils commencent à venir vers 25, 20, 15 jours. Vous avez donc une accélération du rythme des règles. Je n'ai pas dit une augmentation de la quantité de règles. J'ai dit juste que les règles viennent de plus en plus courtes. Et après, ça commence à s'épuiser et on va passer à des règles de plus en plus longues. On va passer, donc après quelques mois, voire quelques années de cycles courts, on va passer à des cycles plus longs, tous les 2-3 mois, jusqu'à disparaître. Mais encore une fois, même si vous avez vos règles après 3 mois ou 4 mois, vous n'êtes pas ménopausé, elles peuvent quand même, il peut y avoir encore des cycles ovulatoires. Et donc, on ne parle de ménopause qu'après 1 an. Donc voilà, c'est ça les signes qui permettent de détecter la préménopause. Les gens aussi ne le savent pas, mais on peut avoir des bouffées de chaleur dès la périménopause. Parce que la périménopause, comme l'avait expliqué un de mes maîtres, c'est vraiment les hormones jouent aux montagnes russes. Le matin, vous êtes normal, l'après-midi, vous êtes en périménopause, le soir, vous êtes en ménopause. Je parle des dosages hormonaux. C'est pour ça d'ailleurs que mes maîtres ne recommandent pas de faire des dosages hormonaux en périménopause, sauf si on suspecte une ménopause précoce avant 40 ans. Mais après, juste la clinique nous permet de dire vous êtes en périménopause ou vous êtes en ménopause. Donc ça veut dire quoi, docteur? Ça veut dire que pour les femmes qui souhaitent être prises en charge, parce que ça reste purement personnel, pour atténuer les symptômes de la périménopause, dès qu'elles constatent que le cycle est plus long, il faut aller consulter? Et vous recommandez justement une consultation et une prise en charge? Tout à fait, on pourrait même en parler. Moi, je recommande même le traitement. Il ne faut pas avoir peur du traitement. Je suis sûr que ça sera une de vos questions. C'est-à-dire, il faut consulter quand on a des symptômes. Il y a des traitements symptomatiques, mais il faut voir de quoi vous vous plaignez. Bon, c'est pas grave d'avoir des cycles longs ou des cycles plus ou moins courts. On peut les régler par une pilule, mais on n'a pas forcément besoin de les régler. S'il y a des règles abondantes, ce qu'on appelle des ménorrhagies, oui, à ce moment-là, il faut voir, il faut comprendre pourquoi il y a cette ménorrhagie. Généralement, quand ce sont des troubles fonctionnels, s'il n'y a pas de fibrome, s'il n'y a pas de polype, c'est des troubles fonctionnels qui sont liés à ce qu'on appelle l'hyperœstrogénie. Il y a une mauvaise ovulation, donc il y a beaucoup d'œstrogènes, il n'y a pas une bonne ovulation, il n'y a pas de progestérone. Donc, on peut donner des traitements progestatifs pour corriger cette hyperœstrogénie, corriger ces règles abondantes. Ça, c'est un cas. Les bouffées de chaleur, il y a des traitements symptomatiques non hormonaux qui vont permettre de diminuer donc les bouffées de chaleur. Il y a l'extrait de pollen comme le cérélis, il y a les phytoœstrogènes qui sont efficaces à environ 50%. C'est pas la panacée, mais c'est déjà bien pour pas mal de femmes. Il y a des traitements hormonaux, ce qu'on appelle le traitement l'ADVAC thérapie, où on donne un peu d'œstrogène et beaucoup de progestérone, donc pour réguler aussi les cycles. Il faut voir de quoi elle se plaint, la dame. D'accord? Le plus récurrent, c'est peut-être les bouffées de chaleur, justement? C'est ça le plus lourd à vivre? Oui, les bouffées de chaleur, je vous dis, ils répondent assez bien aux extraits de pollen. Ils répondent aussi aux phytoestrogènes. Ils répondent à l'abufène aussi, c'est un produit qui n'existe pas au Maroc. À des antihypertenseurs centraux, comme le catapressant. Ils répondent. Il y a plein de thérapeutiques par rapport à cela. Il y a une deuxième chose qu'on constate aussi souvent, c'est les insomnies. Elles répondent bien au traitement progestatif par rapport aux insomnies. Il reste après la fatigue, la prise de poids. Et là, c'est l'hygiène de vie qui est aussi importante. On parle toujours de la périménopause. La femme passe en petite période de dépression psychique, de déprime. Et au contraire, à ce moment-là, il faut qu'elle se bouge, il faut qu'elle soit plus active et non pas qu'elle se renfrogne, qu'elle se limite, parce que ça deviendra un cercle vicieux. Si elle reste à la maison, qu'elle ne sorte pas, elle prendra encore plus de poids. Non, au contraire, il faut qu'elle continue à être dynamique, qu'elle sorte, qu'elle fasse de la marche, de l'activité physique, pas forcément qu'elle s'inscrive à la salle, à une salle de sport, non, mais juste une activité physique régulière sera très bonne.
Mm. C'est vrai, vous avez raison, parce que beaucoup de femmes se plaignent aussi de sauts d'humeur, changement d'humeur. Et puis ça impacte aussi la relation conjugale, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intime également. Mais les femmes, ce qu'elles se posent comme question, c'est qu'une fois que cette période passe, est-ce que je vais reprendre ma vie en main? Est-ce que c'est comme la puberté, par exemple? Il y a des années d'effervescence hormonale, la poussée d'acné, enfin tout ce qui accompagne la puberté. Je ne sais pas si je fais bien de comparer les deux, mais au bout d'un Vous moment... avez tout à fait raison. Allez-y, docteur. Vous avez tout à fait raison, mais tout est dans la tête, en fait. Moi, je vois ma maman, elle a 87 ans, elle est encore active, elle prend sa voiture. Bon, il y a une période qui est difficile parce que justement, les symptômes sont là, des bouffées de chaleur. Mais les bouffées de chaleur, dans, dans 60, d'après les études, elles disent que 20% des ménopauses sont presque asymptomatiques, très bien tolérées. 60% des ménopauses sont assez mal vécues ou modérément, les symptômes sont modérément là, mais nécessitent des traitements. Et à peine 10 à 20% des ménopauses sont très mal vécues. Mais encore une fois, le psyché va jouer. Et c'est une période qu'on va vivre. Et après, l'essentiel, c'est d'être proactive et d'être active, je vous dis, dans votre activité physique, dans votre activité sexuelle, par rapport à tout. Il y a des traitements. L'essentiel, c'est ne pas dire chouma, ça n'existe pas, de ne pas consulter. Il faut aller s'adresser à des professionnels de santé, donc des gynécologues qui font de la ménopause, et donc on peut leur donner des traitements symptomatiques, non hormonaux ou hormonaux en cas de besoin. Alors Je justement, dirais par rapport à... démystifions Oui, le traitement hormonal. Pourquoi les femmes ont-elles autant peur de ce traitement? Et il a mauvaise réputation, docteur Tahaji. oui, parce que en fait, on prescrivait des traitements hormonaux dans les années 90 à tire-larigot. C'était vraiment des cures de jouvence. C'était génial. On pouvait justement revivre comme avant. Sauf que en 2001, il y a une étude de la WHI américaine qui a vraiment jeté un pavé dans la mare en disant attention, le traitement donne le cancer, notamment le cancer du sein. Alors, premièrement, c'est vrai, je ne dis pas non, mais il faut relativiser cette étude. Premièrement, cette étude a été faite chez des gens qui étaient ménopausés depuis longtemps, déjà obèses, déjà hypertendus, donc avec beaucoup de biais. Deuxièmement, la même étude a montré que le risque de cancer du sein chez les femmes qui prenaient que des œstrogènes était moindre que les femmes qui prenaient œstrogènes et progestatifs. Troisièmement, ils oublient, les médias ont insisté sur ils donnent le cancer, mais ils n'ont pas dit que, par exemple, les cancers qui étaient découverts sous traitement étaient de meilleurs pronostics que les cancers qui étaient découverts sans traitement. Parce que quand vous êtes sous traitement hormonal, eh ben, vous prenez vos hormones, vous surveillez, vous allez régulièrement chez votre médecin tous les ans, vous faites une mammographie, vous faites un frottis. Et donc, quand vous trouvez une tumeur, elle fait 5 mm, 10 mm, 1 cm. Quand vous n'êtes pas sous traitement, vous n'allez pas chez votre médecin, et quand on découvre le cancer, il fait déjà 3 cm. Donc, il y a un problème. Alors, il y a eu beaucoup d'autres études par la suite qui ont confirmé ce risque de cancer, mais par exemple, il y a des études françaises qui utilisent des traitements hormonaux, je dirais, pas naturels, mais plus naturels, parce qu'ils utilisent la progestérone naturelle ou de la progestérone micronisée. Et les études Esther, les études qui ont été faites avec ces traitements, ont montré qu'il n'y avait presque pas de risque, que le sur-risque n'existait pas avec ces traitements. Il y avait aussi la voie d'administration. On a vu que les voies orales donnaient plus de risques de phlébite et d'accidents thrombovasculaires. On a vu que les voies percutanées, c'est-à-dire en gel, en patch, étaient beaucoup mieux tolérées avec beaucoup moins de risques. Dernière chose, il y a une étude en 2019 qui a montré quelque chose. On a pris le cancer du sein, malheureusement, on vit avec, et une femme sur 8, voire une femme sur 10 au Maroc, c'est énorme, une femme sur 10, fait ou fera un cancer du sein. Et l'étude du Lancet, qui était très correcte, donc a montré, par exemple, sur le risque de cancer du sein entre 50 et 74. On a calculé
que sans traitement, 6,4% des femmes entre 50 et 74 ans allaient faire un cancer du sein, sans traitement. Le fait de prendre un traitement faisait que le risque augmentait à 8,3%. Si vous voulez, le traitement donnait 2% de plus de risque de cancer. Donc, une femme sur 5 ans. D'accord? Donc, mais je vous dis, les médias ne communiquent pas suffisamment sur ça. En même temps, d'autres études ont montré le risque cardiovasculaire, que ce que la femme ne meurt pas en cancer du sein, eh ben, elle le meurt en infarctus du myocarde et en problème coronarien, parce que les œstrogènes pris tôt, pris en début de ménopause, continuent à protéger contre le risque cardiovasculaire. Il y a beaucoup d'études sur cela. Et donc, autant avant, depuis les années 2000, on avait peur des hormones parce que ça donne le cancer. Je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas, mais je dis il faut le relativiser. Autant maintenant, on est en train de revenir dessus. Les études, comment dire, l'optimisme et la joie qu'on avait avant de prescrire, mais à tort et à travers des hormones, on est revenu, on peut maintenant donner des hormones à des femmes qui en ont besoin, qui vivent mal leur ménopause. Je ne dirais pas à toutes les femmes, prenez des hormones, mais aux femmes qui ont des symptômes, on peut les donner. Et en respectant les contre-indications, je sais que je vais me faire tuer par beaucoup d'amis gynécologues, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a un professeur français, Marc Espier, qui est célèbre cancérologue, qui donne des traitements hormonaux par voie vaginale chez les femmes qui ont déjà un cancer du sein, en disant, c'est une contre-indication absolue, bien sûr, mais il dit, par voie vaginale, on ne le donne pas par voie orale, mais par voie vaginale, ça lubrifie le vagin, donc ça donne une bonne trophicité du vagin par rapport aux fuites urinaires, par rapport à l'incontinence urinaire, par rapport à la sécheresse vaginale et donc les rapports. Et en même temps, la dose qu'on donne au niveau du vagin par des gels, eh ben, elle est infime et c'est pas ça qui va promouvoir le cancer. Vous voyez En fait, cette histoire de traitement, docteur Hicham Ben Abbas Taagi, elle repose vraiment sur l'équation bénéfice-risque. Comment on calcule le bénéfice face au risque? Comment vous, par exemple, face à une patiente, vous calculez ce bénéfice? Ben, je vois d'abord ses symptômes, de quoi elle se plaint. Si elle se plaint de rien ou des choses banales, je vous dis, je ne lui donnerai pas forcément un traitement. Les bouffées de chaleur, je peux commencer, je vous dis, par des graines de pollen, de cérélis. Je peux commencer, parce qu'il n'y a pas de concurrent, je peux commencer par des phytoestrogènes. Bien sûr, j'insiste sur l'hygiène de vie, très importante. Faire du sport, marcher, manger sainement, donc ne pas éviter l'obésité. Je vous dis, faire des mots croisés, faire de l'activité physique, l'activité intellectuelle. Donc, je traite les bouffées de chaleur par des médicaments non hormonaux. Il y a aussi, je vous dis, d'autres médicaments comme l'Abufène, c'est des antihypertenseurs centraux ou le catapressant qui peuvent régler les problèmes de bouffées de chaleur si les traitements non hormonaux n'ont pas suffi. Et si ça ne suffit pas vraiment, je lui proposerai des hormones, un traitement hormonal. Je vois le risque cardiovasculaire. Donc, je dirais faire de la marche, éviter l'obésité, manger sainement, manger beaucoup d'antioxydants. Juste tout simplement éviter tous les produits raffinés, tous les produits. Alhamdoulilah, on vit au Maroc, on a de bons fruits, on a de bons légumes. Éviter le sucre, prendre du miel, prendre des fruits naturels, et éviter les gâteaux, les sucreries. Même si notre cuisine marocaine est très bonne. Je vous dis, une activité physique modérée, juste de la marche, mais régulière. Donc, l'hygiène de vie est extrêmement importante. Dernier point, docteur, mais en une seconde. Alors, l'ostéoporose, il y a des traitements, des biphosphonates, mais si vous avez une ostéose avérée, eh ben, le traitement hormonal est là. Donc, pour donner, pour éviter les risques fracturaires. Donc à discuter à discuter avec votre médecin traitant, avec leur gynécologue, absolument. Merci infiniment d'avoir été là, docteur Hicham Ben Abbas Taagi. Merci pour toutes ces explications. À très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.